Et bonjour et bienvenue dans cette émission Mission Alpha en direct du CANMOS. C'est la troisième et dernière émission de cette série parce que ça fait maintenant 6 mois environ que Thomas Pesquet est dans l'espace et le retour sur Terre il approche peu à peu. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui se passe après une mission. Qu'est-ce qui se passe pour les expériences réalisées à bord de la Station Spatiale Internationale une fois que la mission est terminée? C'est ce qu'on va voir tous ensemble avec des membres de l'équipe qui accompagnent Thomas Pesquet depuis la Terre et plus précisément depuis le CANMOS à Toulouse. Je suis Alice Thomas, je suis vulgarisatrice scientifique et en ce moment je travaille à la communication numérique pour le CNES et j'aurai le plaisir d'animer cette émission pendant 1h30 environ. Nous sommes sur Twitch, il y a donc un chat, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et donc j'ai à mes côtés pour répondre à toutes ces questions Cécile Thévenot, qui est ingénieure et responsable d'expérience scientifique au CANMOS et plus précisément au MEDES. Bonjour Cécile. On a perdu Cécile. Ah oui, on est là. Je disais donc bonjour Cécile, ingénieure et responsable d'expérience scientifique au MEDES. Tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, Parfait. désolée. Pas de souci. Nous sommes en direct, comme vous pouvez le voir. Donc, les aléas du direct peuvent arriver. J'ai également, aux côtés de Cécile, Sébastien Rouquette, qui est lui aussi ingénieur et responsable d'expérience scientifique et chef de projet vol parabolique au CANMOS. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde, bonjour Alice. Et nous avons également Alex et Chloé, vulgarisateurs scientifiques sur la chaîne YouTube Superama. Bonjour Chloé, bonjour Alex, comment allez-vous? Bonjour, nous allons Bonjour, bien. on va très bien, merci. Merci de nous avoir invités. Eh bien, de rien, merci à tous les quatre d'avoir répondu à l'invitation et d'être là aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit tour de table pour que chacune et chacun puisse se présenter son travail, etc. Depuis quand vous êtes ici, et ce que vous faites au quotidien, et présenter aussi un petit peu le CANMOS. Cécile, est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir. Donc, Cécile Thévenot, moi, je travaille depuis... Oui, il veut que je me rapproche. Ça fait 15 ans que je travaille au CANMOS, enfin presque 15 ans. Donc, moi, je suis ingénieure, je travaille pour MEDES, donc l'Institut de médecine de physiologie spatiale. Et donc, je suis responsable d'expérience, c'est-à-dire que je prépare des expériences qui vont être réalisées en micropesanteur. Trop bien. Sébastien? Alors j'ai l'impression que la connexion au CANMOS n'est pas très stable. Ça doit être plus simple avec l'ISS, visiblement. Voilà, donc nous avons avec nous des personnes qui communiquent au quotidien avec la Station Spatiale Internationale. Mais visiblement, les liaisons Paris-Toulouse sont un peu plus compliquées. Eh bien, en attendant, c'est pas grave. Alex et Chloé, je vais vous laisser. Oui, on est là. On vous est êtes là, là Alice. De retour. J'ai l'impression qu'ils sont là par intermittence. On vous entend, on vous entend. Ah, on essaye de fermer des trucs. Est-ce que vous m'entendez là? On entend. Oui. Bon, très bien. Bon, alors, Sébastien. On en était où? La parole Oui. était à qui? Était à toi, Sébastien. Ah d'accord, bah, c'est gentil. Bon, alors voilà, oui, on est connecté avec l'ordinateur de Cécile, donc on était en train juste de dire, il y avait un petit peu 1 milliard de choses ouvertes sur son ordi, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est son travail, hein. Elle a 15 ans de travail ouvert sur son ordinateur, là, donc ça fait beaucoup. Moi, pour ma part, même si je suis beaucoup plus âgé que Cécile, eh ben, moi, ça fait seulement 10 ans que je travaille au CADMOS, ça fait 20 ans que je suis au CNES. J'ai fait beaucoup de choses avant, dans le domaine de l'astrophysique ou des satellites d'observation, de l'environnement ou de l'univers. Et 10 ans que j'ai rejoint le CADMOS pour m'occuper moi aussi de développement d'expérience et de vol parabolique, puisque je suis responsable du programme des vols paraboliques. D'accord. Merci beaucoup. Alex et Chloé, je vais vous laisser vous présenter aussi. Moi, je vais laisser Chloé nous présenter. Nous sommes Superama, une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique et plus particulièrement d'astronomie. Il faut savoir que nous n'avons aucun bagage scientifique. Nous, à la base, on est plutôt dans la vidéo. Et comme on avait envie de faire une chaîne YouTube, on se dit, tiens, on va parler un peu de science. C'est cool, il y aura un fond, enfin quelque chose qu'on pourra retenir après avoir vu nos vidéos.
Donc, on a publié la première vidéo le 3 avril, je crois. Le 4? Le 3. Bref, En début avril 2020. 2020. Il y a eu un confinement, je ne sais pas si vous avez suivi. Bon, bah, on a commencé par là. C'est ça. Et du coup, on publie une vidéo tous les 15 jours sur le thème de l'astronomie, toujours. Et voilà, on a un petit peu plus de 26 000 abonnés et on est super content de tous ces gens qui nous suivent. Et on essaye de faire un peu d'humour pour avoir un côté un peu léger de la science, etc. Et pas trop difficile à assimiler. Comme nous-mêmes, on n'est pas scientifique, on fait des choses simples. Eh ben, on va voir ça, on va voir tout cet humour dans votre chronique tout à l'heure. Yes. Et si ça vous intéresse, le lien vers leur chaîne YouTube est dans le chat. Cécile, Sébastien, vous travaillez au CANMOS. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que cette structure? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, le CADMOS, le nom littéralement signifie Centre d'aide au développement des expériences en micro-pesanteur et aux opérations spatiales. Donc, outre le fait qu'il faut tenir au moins 30 secondes en apnée pour pouvoir prononcer le nom en un seul jet, c'est un centre technique où on accompagne le travail des scientifiques qui sont sélectionnés par le CNES pour développer, fabriquer et envoyer dans l'espace, mais également opérer les expériences qui sont dans l'espace. Alors, ce n'est pas seulement dans la Station spatiale internationale. On a un autre outil ou laboratoire d'impesanteur phare qu'on utilise très souvent, c'est l'avion 0G. Voilà, mais on utilise aussi nos coopérations internationales pour travailler avec les fusées-sondes, avec les tours à chute libre, que ce soit donc au sein de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence spatiale allemande, les Russes ou les Américains. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, dans les mois qui précèdent, on a vraiment beaucoup parlé de toutes les expériences que Thomas Pesquet réalise à bord de la Station spatiale internationale. On a fait une première émission sur Twitch pour parler de la préparation des expériences. On a refait une émission pour parler de l'accompagnement des astronautes pendant les expériences. Et donc, aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce qu'elles deviennent, ces expériences, à la fin d'une mission. Parce que, voilà, une fois que Thomas Pesquet sera rentré, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il revient avec toutes les expériences qu'il a faites, etc. On va pouvoir en discuter. Et pour ça, on peut, comme la mission Alpha n'est pas encore terminée, on peut aussi parler des expériences de la mission Proxima, qui est la première mission de Thomas Pesquet, où, si je ne me trompe pas, Cécile, Sébastien, vous étiez déjà au CANMOS à ce moment-là. Oui, tout à fait. On a eu la chance d'être impliqués dans la mission Proxima. Donc, on a tous les deux travaillé sur des expériences qui ont eu lieu pendant la première mission de Thomas, qui ont continué après la mission de Thomas, qui continuent pour certaines encore. Et donc, voilà, on a eu cette chance de pouvoir à nouveau participer à la préparation d'une mission spatiale avec la mission Alpha. Donc ça veut dire qu'il y a des expériences qui sont conçues pour une mission qui restent dans la Station spatiale internationale après la mission. Alors en fait, au CNES, en tout cas pour la mission Proxima, on a essayé de développer des expériences qui se voulaient définies pour le vol de Thomas. Après, on avait en tête effectivement que ces expériences pouvaient continuer après parce qu'elles avaient un intérêt scientifique, un intérêt de pouvoir continuer pour l'exploration future, etc. Et donc, on a eu effectivement, enfin, oui, on a ces expériences ont été bien choisies puisqu'il y en a plusieurs qui ont pu continuer après la mission de Thomas, soit parce qu'elles étaient autonomes ou alors elles ont continué avec d'autres astronautes. Mais en fait, l'idée, c'était de faire quelque chose qui puisse être utile à long terme, effectivement, même si le but initial était ce qu'on appelle de la démonstration technologique. Mais effectivement, le but, c'était de pouvoir avancer sur l'exploration spatiale. Voilà. Donc, mais je crois qu'il y a un élément important à rappeler, c'est que nous, en tant que centre technique, on ne travaille pas uniquement quand on a un astronaute européen ou français en l'occurrence dans la Station spatiale internationale. Hein. C'est notre travail quotidien que de préparer des expériences qui vont dans l'ISS ou dans d'autres moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le fait qu'il y ait un astronaute français dans la station, c'est une mise en lumière particulière. Ça donne un petit peu plus de communication à notre travail, mais nous, c'est notre travail quotidien, quel que soit l'astronaute dans l'ISS. Donc,
ces expériences-là qui sont montées dans l'ISS au moment des missions de Thomas, c'est une mise en lumière, mais on n'a pas attendu que Thomas soit sélectionné ou soit dans l'espace pour réfléchir à ces expériences. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez des exemples, je sais que vous en avez, d'expériences qui ont été conçues pour la mission Proxima qui sont encore dans l'ISS ou qui ont continué de fonctionner après? On les a reperdus. Comme disait Amaury tout à l'heure dans le chat, ce serait plus simple peut-être de les envoyer dans l'ISS pour faire un live avec eux. Et oui, SpaceX, ça bug un peu. Nous avons quelques petits soucis de connexion. Peut-être qu'ils n'ont juste pas la réponse et ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils vont dire. Peut-être aussi, mais je sais qu'ils ont la réponse parce que j'ai des... Ah, bah ils sont complètement partis, d'accord. Okay. Eh bien, ils n'avaient pas la réponse. Eh bien, Alex, Chloé, j'espère que vous êtes au point. Ah, ils sont revenus. Oui, on a failli répondre à la question à votre place, on était très mal à l'aise. Ah, mince, on aurait dû écouter sans rien dire. Donc oui, on a plein d'expériences. On en a amené quelques-unes là. On a amené un petit peu de matériel pour vous montrer en direct. Mais effectivement, il y a plein de manips qui sont montés au moment de Proxima, qui sont restés à bord. Alors si on les cite comme ça, pêle-mêle, hein, c'est dans des disciplines très variées. Alors des disciplines scientifiques très variées, même si, comme l'a dit Cécile, nous, on fait d'abord cette étape de démonstration technologique. On emmène du matériel pour vérifier s'il fonctionne correctement, s'il est capable de répondre aux questions scientifiques, et à partir du moment où c'est validé, soit on apporte des modifications, soit on valide tel quel, et les équipes scientifiques peuvent prendre le relais pour commencer à acquérir des données et améliorer la connaissance. Alors, dans ces expériences-là, il y a des expériences de mécanique des fluides, donc je pense à Fluidix par exemple, et d'ailleurs, entre parenthèses, hein, les grandes disciplines sont les sciences de la vie, les sciences de la matière, et puis la recherche et technologie, recherche et développement pour l'exploration du système solaire, l'exploration habitée. Voilà. Donc voilà les grandes thématiques auxquelles on s'adresse. Donc Fluidix, c'est de la physique des fluides. On a aussi des expériences de physiologie. Je pense qu'il y a un échographe qui est monté avec Thomas Pesquet lors de sa première mission et qui est toujours à bord. Alors, un échographe télécommandé, c'est-à-dire qu'en fait, qui est contrôlé depuis le sol. Et c'est là la grosse innovation, c'est qu'en fait, on a le scientifique qui est in situ, qui va piloter en quelque sorte l'échographe, et ce qui implique que l'astronaute soit moins formé entre guillemets à l'échographie, et en tout cas que l'astronaute puisse se reposer sur le scientifique, sur l'expert échographique. Et donc on gagne en temps astronaute et on gagne en expertise, et donc ça c'est quelque chose qui continue effectivement et qui est très très intéressant pour l'exploration future. D'accord. Avec des raffinements, des évolutions du matériel. Ouais. Je vous montre sur l'écran justement l'image d'échographe à bord de la station, qui est une image qui date de Proxima. Sur l'image, qui est ce monsieur ? Voilà, exactement. Sur cette image, Thomas est en train d'opérer, de mettre en œuvre en fait l'échographe, il le démarre. On ne peut pas vous montrer bien entendu les images des échographies qui ont été réalisées à bord parce que les données médicales des astronautes sont protégées, hein, mais ces premières validations ont permis de continuer le développement des échographes, de l'échographe, et aujourd'hui on atteint un nouveau niveau de maturité pour ces instruments. Qui est utilisé, pardon, excuse-moi Seb, mais qui est utilisé pour d'autres expériences en fait. C'est-à-dire que nous, pendant Proxima, on a cherché à démontrer que cet équipement fonctionnait correctement, et en fait derrière il y a des protocoles expérimentaux qui sont définis pour utiliser cet équipement et qui sont en cours aujourd'hui avec d'autres astronautes. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il y a la partie équipement, démonstration technologique, de permettre de prouver que l'équipement fonctionne, en tout cas qu'il apporte les données que l'on veut récupérer, et après il y a son utilisation dans des protocoles expérimentaux avec bien sûr des scientifiques de tout horizon qui souhaitent en savoir plus sur des domaines divers et variés comme la physiologie par exemple, mais aussi comme la mécanique des fluides ou autres.
D'accord. Dans le registre du matériel qu'on a embarqué pour Proxima et qui continue aujourd'hui, qui passe qui passe à travers Alpha, parce que par exemple, je pense ici à Matisse, j'essaie de montrer un échantillon de la nouvelle version de Matisse qui volera l'année prochaine dans l'ISS. Ça, c'est une expérience qui a subi des évolutions en fait. On en est à la 4e version depuis Proxima, donc 4e version depuis 2016. Évidemment, ça a commencé à voler avec Thomas. Ça nous a permis de faire un petit peu de communication sur le matériel, sur l'expérience elle-même. Et puis depuis, les versions ultérieures ont volé dans l'ISS sans que les astronautes soient médiatisés, on va dire, autour de l'installation du matériel. On a fait ce travail-là en coopération avec l'ENS de Lyon et avec le CE Aletti, donc qui sont deux spécialistes en fait de ces disciplines-là, à la fois de matériaux qui permettent de tester en fait des surfaces antimicrobiennes, puisque c'est le principe de cette expérience très originale, et l'ENS de Lyon qui lui a la partie scientifique en fait de l'analyse des données. Donc ça, c'est vraiment un modèle que je vous montre là. C'est un prototype en fait de la prochaine version qui montera dans l'ISS en 2022, et on va tester de nouveaux revêtements antimicrobiens. Donc on comprend bien l'intérêt en fait de comprendre à la fois la technologie qui est utilisée, mais aussi l'aspect scientifique de la compréhension des dépôts microbiens sur les surfaces pour en faire quelque chose, bien entendu dans le cadre de l'exploration, mais aussi avec un retour sur Terre. Hein. On comprend aujourd'hui tout l'intérêt de cette discipline-là, avec une utilisation qu'on pourrait imaginer quotidienne, hein, que ce soit dans les hôpitaux, les transports en commun, etc. Oui, c'est ça, voilà, c'est complètement d'actualité. Complètement. Et à l'époque où on l'a fait, évidemment, on n'imaginait pas du tout qu'on allait avoir la manifestation d'un intérêt pour une application terrestre aussi rapidement. Quand on se lance dans un travail de recherche, c'est un travail dont on sait que ça va être long, c'est un temps long, parce qu'on va d'abord faire de la validation technologique, on va acquérir de la connaissance. Et une fois que cette période d'acquisition de connaissances aura été suffisante, le temps viendra de réfléchir aux applications potentielles. Mais tout ça, ça peut se dérouler sur des années, voire des décennies. Et donc, c'est relativement rare, finalement, d'avoir, dans le cours du développement d'une expérience, une application, ou en tous les cas, un besoin terrestre qui apparaît de manière aussi forte que celle-là. Même si on s'en serait passé, hein. Bon, c'est autre chose. On peut montrer... Tu as d'autres équipements, Cécile, là, que je vois. Sinon, je peux montrer aussi, j'ai des photos de Matisse, donc de cette expérience, pendant Proxima. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai une photo également de Matisse en 2019. Alors là, cette fois-ci, il y a 2 boîtiers. En fait, cette expérience, c'était, si je me souviens bien, c'était ces espèces de surfaces qui étaient posées un petit peu partout dans la station, c'est ça ? Absolument. Cette première phase où on essayait de voir quels étaient les endroits propices au développement bactérien dans la station. Et puis, suite à cette première étape, on a ensuite développé d'autres portoirs, on les appelle des portoirs, pour les installer à un endroit stratégique, pour étudier en fait l'évolution dans le temps du dépôt microbien. Voilà. Et là, on arrive donc dans une phase, donc ça, effectivement, ça a commencé en 2016-2017. Puis ensuite, il y a eu la phase Matisse 2, puis ce qu'on a appelé Matisse 2.5, qui était une version intermédiaire. Et maintenant, c'est la version Matisse 3, donc la 4e génération, qui sera installée au même endroit que celui qu'on avait repéré depuis Matisse 2, pour étudier cette fois-ci d'autres types de surfaces innovantes. Voilà, on l'avait positionné en fait l'endroit où on a décidé de positionner ces portes échantillons. C'est en fait les grilles d'aération du module Columbus, qui est le module européen dans lequel effectivement les astronautes européens, mais pas que, travaillent essentiellement. Et en fait, donc voilà, le fait que ce soit des grilles d'aération faisait qu'il y avait un mouvement de particules important qui... voilà, nous, le but, c'était vraiment de récupérer un maximum de particules en fait, à bord de la station. Et donc, cet endroit nous paraissait pertinent. Il a été démontré que c'était effectivement pertinent grâce à la mission Proxima, et on continue à déposer des porte-échantillons à cet endroit-là. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces porte-échantillons ? Ils sont renvoyés sur Terre ou ils sont analysés depuis là-haut ?
absolument. On est encore dans la phase où les échantillons sont ramenés et analysés par l'ENS de Lyon dans leur laboratoire pour déterminer. Alors, au départ, c'est du comptage de particules. Ensuite, ils ont fait une analyse de forme. Ils ont déterminé quelle était la part des poussières et la part des micro-organismes. Et ça permet de mieux comprendre à la fois la circulation des poussières, des particules, des bactéries qu'on appelle tout ça, c'est des aérosols en fait, qui sont Ah, on nous a à nouveau perdus. L'objectif, c'est de deviner la fin de la phrase. Exactement. Et dans le chat, jouez avec nous. Voilà, à vos suggestions, quelle était la fin de la phrase? Attendez, je peux en profiter pour vous montrer une autre photo de Matisse, cette fois-ci en 2021. Donc voilà, donc ces petits boîtiers qui ont été placés à divers endroits dans la Station spatiale internationale pour voir un petit peu voilà, quelles bactéries, etc. étaient dessus. Alors du coup, on est d'accord que ces boîtiers-là sont encore là-haut. Alors, il y en a qui sont redescendus. Voilà. Oui, là, ils sont redescendus. Donc, ce qui a permis aussi de faire évoluer le portoir, c'est-à-dire qu'en fait, d'affiner la recherche que l'on souhaite exécuter sur le portoir. Les chercheurs derrière ça recherchent des particules en particulier, et effectivement, donc du coup, ça leur a permis d'orienter leur recherche vers des surfaces ou des traitements de surface en particulier qui permettaient d'évaluer effectivement la contamination à bord de la station. Ouais. D'accord. Du coup, on a déjà des questions dans le chat, notamment une de Street Photographie qui nous demande si le retour de ces expériences se fait via un cargo ou alors dans la capsule en même temps que les astronautes qui reviennent. C'est très variable. Les deux. C'est très, très variable. L'avantage de cette expérience-là, Matisse en particulier, c'est qu'elle est toute petite, vous l'avez vu. Quand on embarque dans la station 4 portes échantillons comme ça, on le stocke dans c'est du papier bulle en fait. C'est du matériau qui est quand même validé pour la station. C'est des sachets zippables avec du papier bulle protecteur et ça revient de la même façon. Donc, on pourrait presque glisser ça dans la poche de la combinaison. Bon, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est très facile de dire, on veut décoller avec tel vaisseau et on veut revenir avec tel vaisseau. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des contraintes de sécurité qui sont extrêmement fortes. Ce sont les mêmes pour tous les équipements. Et donc, ce modèle que je vous montre, en fait, ça vous paraît tout simple comme ça, mais ne serait-ce que embarquer de l'aluminium, c'est pas aussi simple que ça, ou bien une surface transparente comme celle-là, ça peut pas être du verre, évidemment, donc c'est un matériau incassable, mais qui a des contraintes mécaniques, chimiques, qui sont extrêmement strictes et auxquelles on ne peut pas déroger, quelle que soit la taille de l'expérience. En fait, c'est des choses qu'on définit au moment de la conception de l'instrument, de l'équipement, de savoir est-ce qu'on a besoin de redescendre et si oui, auquel cas il faut qu'on respecte un certain nombre de normes. Alors effectivement, aujourd'hui, on peut le redescendre via les cargos côté russe, côté américain qui permettent de redescendre de l'équipement, mais comme disait Sébastien, c'est quelque chose qui est... on n'a pas beaucoup de place, donc il faut vraiment que ça vaille... entre guillemets le coup. On ne peut pas redescendre n'importe comment. D'accord. D'accord, merci pour tous ces détails sur Matisse. Je crois que vous aviez d'autres exemples d'expériences comme ça. Plein. T'as amené des trucs. Oui, on en a plein. Alors sur Alpha en particulier. Tu mets le casque, je mets le bandeau. Sur Alpha, encore une fois, on est parti dans l'idée de tester des équipements, soit qu'on a développés, soit qui existaient déjà, mais en tout cas de montrer qu'ils pouvaient avoir un intérêt dans leur utilisation à bord de l'espace. Donc on a notamment Dreams, oui, comme ça. Donc Dreams, c'est un bandeau. Alors oui, je ressemble à rien, mais c'est pas grave. C'est juste futuriste, quoi. Donc Dreams, en fait, c'est un bandeau qui va étudier le sommeil de l'astronaute, qui est doté de capteurs d'électroencéphalogramme. Et donc voilà, l'avantage de cet équipement, c'est qu'il est simple d'utilisation, qu'il est facile de mise en œuvre et qu'il va permettre effectivement de récupérer des données. Donc
voilà, notre but, c'était de tester cet équipement qui était vraiment facile. Donc, quand on dit facile de mise en œuvre, c'est-à-dire que ça demande peu de temps à l'astronaute, parce que c'est une denrée très très chère, le temps astronaute. Donc, moins on l'utilise, mieux on se porte. Et donc, aujourd'hui, voilà, quand on veut faire un EEG, par exemple, dans un institut hospitalier ou autre. Électroencéphalogramme. Électroencéphalogramme. On nous met plein d'électrodes sur le crâne avec une matière qui permet le contact entre le crâne et l'électrode qui va faire la mesure, etc. Et donc, c'est une mise en œuvre qui est complexe, qui est compliquée, qui peut nécessiter une certaine expertise. Là, l'idée, c'était d'utiliser quelque chose qui est simple, qui ne nécessite pas d'expertise et qui permet à des scientifiques, donc pour le coup on travaille avec des scientifiques, des neurologues qui travaillent à Toulouse dans la structure de neurologie de l'hôpital de Toulouse et qui peuvent être intéressés pour savoir comment le cerveau en tout cas fonctionne pendant la nuit des astronautes de façon comparée avec le sol et pour ça donc on demande à l'astronaute de faire des mesures avant le vol, pendant le vol, après le vol. Enfin, c'est un petit peu une spécificité des expériences de physiologie. C'est-à-dire qu'on cherche à comparer en fait ce qui se passe avant, pendant et après. Et donc voilà, donc là on est en train les scientifiques travaillent à l'analyse de ces données. Après on a... Et juste avant que tu passes au suivant, c'est juste pour préciser que ce casque-là, en fait, il n'a pas été développé spécifiquement pour la manip. C'est un bandeau du commerce que vous pouvez trouver dans le commerce, qui est utilisé, qui est commercialisé par une société qui porte le même nom que le bandeau, hein, Dream. Pour on va dire, c'est un instrument de bien-être, comme on trouve aujourd'hui des montres connectées, des choses comme ça. Vous avez ce bandeau-là qui est fourni avec un certain nombre on va dire, d'utilisation, de type d'utilisation. Relaxation, suivi du sommeil, et là on a juste adapté en fait son utilisation à un protocole, je vais dire médical ou pré-médical en tous les cas, pré-médical dans l'ISS. D'accord. Et donc à la fin de la mission Alpha, pardon, ce bandeau va rester à bord? Alors oui, il va rester à bord parce qu'il y a un autre astronaute européen qui va monter à bord de la station, Mathias Maurer, qui a été sélectionné pour utiliser ce bandeau. Après, on n'est pas encore sur le stade de protocole expérimental, mais l'idée, en fait, c'est de valider encore une fois l'utilisation de ce bandeau pour la récupération de données qui puissent être d'un intérêt pour une étude expérimentale en fait derrière. Et dans ces cas-là, on rentre dans un autre schéma, mais en fait, l'idée c'était vraiment de tester ce bandeau. Donc, il a été testé avec Thomas, il va être testé avec Mathias. Et puis, si les données paraissent pertinentes auprès des scientifiques, parce qu'encore une fois, on ne se substitue pas auprès des scientifiques. Enfin, nous sommes le pont. Nous sommes le pont entre les scientifiques. La terre et le ciel. Oui. C'est beau. Entre la terre et le ciel. Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est au contact de scientifiques qui ont envie de regarder plein de choses que nous, on ne maîtrise pas. Nous, ce qu'on maîtrise, en fait, c'est les contraintes spatiales, l'envoi de matériel à bord de la station, l'utilisation de matériel à bord de la station. Ça, on maîtrise. Par contre, donc voilà, on est vraiment... Enfin, voilà, on est vraiment là pour faire le pont entre les scientifiques et l'espace. Et c'est le but d'Alpha, entre autres, et de l'utilisation de ce bandeau, par exemple. Alors, je rebondis, on travaille fortement ici sur la réalité virtuelle, avec l'utilisation de ce casque, qui est un casque du commerce, mais de l'utilisation de ce casque pour mieux comprendre en fait comment le cerveau s'adapte dans cet environnement particulier qui est la micropesanteur à plein de niveaux. Donc, on a pas mal de... Alors, on a testé ce casque d'un point de vue technique, mais aujourd'hui, il y a des protocoles scientifiques qui sont en cours pour mieux comprendre, encore une fois, les modifications du cerveau
à bord de la station, sur les phénomènes de préhension, par exemple, comment on détient un objet, sur le fait de la perception du temps, sur le phénomène de pointage ou des choses comme ça. Donc, on essaye de comprendre un petit peu mieux pour tout simplement pour faciliter l'adaptation des astronautes à cet environnement particulier ou prévoir des missions de plus longue durée. D'accord. Donc il y a un casque là-haut qui est utilisé pour plusieurs expériences différentes? On les a encore perdus. Remarquez qu'à chaque fois, c'était quand tu posais une question un peu embarrassante. Je vais arrêter de poser des questions, je vais juste vous laisser faire et puis... On sait si ce casque sur le sommeil, il y a des tests qui sont faits en parallèle sur Terre, justement, pour pouvoir comparer avec les astronautes? Alors, je sais que les astronautes le portent avant la mission. Ils le portent quelques jours avant la mission. Ils le portent à différents moments de la mission et ils le reporteront après la mission. Après, est-ce qu'il y a d'autres gens qui le font en même temps sur Terre? Ça, je sais pas. On est de retour. Désolée pour la correction. Pas de souci. Vous nous entendez? On vous entend. On a perdu Alice, désolée. Oui, du coup, moi, alors, j'étais en train de poser une question sur ce casque de réalité virtuelle. Je demandais si du coup il y a un casque là-haut qui est utilisé pour plusieurs expériences différentes. Alors, il y a un casque qui a été monté pour la mission Proxima. C'était un casque de la même marque, on va dire, que celui qui a été remonté pour Alpha. La différence, c'est que le casque monté pour Proxima était filaire. C'est-à-dire qu'il nécessitait une connexion, alors que là, on tente un casque sans fil. Mais effectivement, depuis Proxima, on a testé ce casque et il est utilisé dans plusieurs protocoles expérimentaux. Et là, l'idée, c'est de tester encore plus, d'aller encore plus loin dans l'expérimentation avec un casque sans fil. D'accord. Et Chloé avait une question aussi. Je te laisse la poser, Chloé. Je me demandais si dans le cas du bandeau sur le sommeil, Dream, il y avait en parallèle des expériences qui étaient menées sur Terre en même temps que sur les astronautes. Pas pour l'instant, pour la raison simple que, comme c'est une validation technologique, il n'y a pas encore de travail scientifique démarré ni au sol ni dans l'espace. Ça viendra peut-être dans une deuxième phase. En tout cas, pour ce qui concerne le bandeau, parce que indépendamment du bandeau, en tout cas des équipements qu'on a utilisés pour la mission Alpha ou Proxima, il y a des études qui sont menées au sol. Et notamment, actuellement, il y a une étude qui est menée par MEDES, donc l'Institut de médecine et de physiologie spatiale, qui mène une étude en fait sur... c'est-à-dire que ce qu'on a trouvé de mieux, en tout cas d'équivalent à des conditions de micropesanteur, c'est de laisser des gens aliter à moins 6 degrés, c'est-à-dire qu'ils sont inclinés à moins 6 degrés, voilà. Ou alors ce qu'on appelle de l'immersion. C'est pas la température. Non, je me demandais. On les met pas au frigo, allongés dans un frigo pendant 6 mois. Hein. Ils sont alités en fait. Ils sont alités, ce qui fait que voilà, ça leur permet d'avoir en tout cas sur le corps humain, ça permet d'avoir une réaction qui est similaire, on va dire, à l'effet de micropesanteur. Et là, ce qu'on teste aussi auprès de MEDES, c'est l'immersion sèche, ce qu'on appelle l'immersion sèche, c'est-à-dire que les personnes sont positionnées dans des espèces de baignoires. Alors, ils ne sont pas au contact de l'eau directement, mais en tout cas, ils sont protégés. Mais l'eau va permettre une sorte d'équivalent d'apesanteur, voilà. Et donc on étudie, voilà, c'est ce qu'on a trouvé au sol, en tout cas sur des longues durées, parce que sinon Sébastien va vous parler des vols paraboliques qui permettent aussi de réaliser des choses en micropesanteur, mais en tout cas au sol, voilà, le MEDES réalise des expériences avec des sujets humains. Sur ces effets-là, que ce soit par inclinaison ou par immersion sèche. D'ailleurs, il y a une campagne d'immersion sèche en ce moment même. Si avec des femmes. Avec des femmes, c'est ça.
de dire, avec des femmes. Ouais. Et de l'eau sèche, donc. Et de l'eau, non. Non, en fait, les personnes sont enveloppées dans une espèce de bâche qui, elle, est dans l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. En fait, elles sont dans une espèce de baignoire. C'est plutôt un jacuzzi, je dirais même, parce que c'est grand. Hein. Oui, mais il n'y a peut-être pas les bulles. Non, il n'y a pas les bulles. Et l'eau est chaude, elle n'est pas non plus à moins 6 degrés Celsius. Oui, ça fait... Et ce qui est important de dire, c'est qu'on travaille souvent avec les mêmes scientifiques. Enfin, c'est-à-dire que ça nous arrive de travailler avec les mêmes scientifiques, à la fois en vol parabolique, par exemple, ou dans l'ISS, dans l'ISS, ou en études de confinement ou d'alitement. C'est-à-dire que voilà, les scientifiques s'intéressent à différents modes d'études. D'accord. Eh ben, merci pour les explications. Pour revenir sur les expériences comme ça qui restent dans l'ISS, moi j'aimerais bien qu'on parle de Everywhere. Parce que ça, c'est quelque chose qui avait été développé, il me semble, pour la mission Proxima, et c'est quelque chose qui est utilisé encore aujourd'hui et de plus en plus à bord de la station. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, alors Everywhere, ça s'est voulu comme étant un assistant personnel au départ qui permettait en fait d'enregistrer des données telles que l'alimentation et qui a évolué vers l'enregistrement de données médicales. En fait, c'est un système sécurisé qui permet effectivement à l'astronaute d'enregistrer un certain nombre de données et de les communiquer à son médecin attitré. Les équipes ici, notamment bien évidemment celles qui travaillent sur Everywhere, ont cherché à connecter cette application. C'est une application sur... On vous a nouveau perdu. C'est une application sur tablette en fait. Et Everywhere, ça s'écrit Every comme E-V-E-R-Y et Where comme porter en anglais W-E-A-R. Ah. Voilà. C'est quelque chose à porter tout le temps. Une version française de ce jeu de mots quand même. Il y a beaucoup. Ce serait pas partout, ce serait quoi? Porter partout, porte-tout. Je ne sais pas. Donc ouais, c'est quelque chose qui avait été développé, pour Proxima. Et les revoilà. On vous a retrouvé. Oui. Vous avez perdu. C'est comme dans la Station spatiale internationale. Régulièrement, il y a une perte de signal qui est liée au relais de communication entre les différents satellites et les antennes au sol. On est en train de vous faire la même chose. Voilà, c'est plus d'immersion. Et donc là, vous êtes en train de courir à 27 000 km/h, c'est ça que vous nous faites croire? Minimum. Bon, Everywhere, ce qui est super important de savoir, c'est que c'est vraiment un des succès de la mission Proxima, que cet outil continue d'évoluer en permanence et que l'idée, c'est vraiment d'en faire quelque chose de... une utilisation quotidienne, en fait, auprès de l'astronaute, parce que c'est quelque chose qui répond aux besoins, à la fois en termes d'assistance personnelle, mais aussi aux besoins de suivi médical. Donc c'est hyper important et ça fonctionne très bien, et même les Américains sont demandeurs de l'utilisation. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le succès de la mission, enfin de l'expérience, c'est pas juste le fait qu'on le dise, hein, c'est aussi le fait que c'est toujours à bord de l'ISS. Il y a de plus en plus d'applications qui passent par Everywhere et qu'aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne et la NASA demandent à être bénéficiaires d'Everywhere. Donc, Everywhere sera partout. Mais c'est quoi comme type d'application, par exemple? C'est des applications qui tournent sur des tablettes. Hein, donc, on a des tablettes, on a des applications de suivi nutritionnel. D'accord. L'astronaute peut déclarer bien manger. Et ça propose donc d'avoir une estimation, par exemple, de la consommation énergétique, hein, ce genre de choses. On peut, à l'époque où on avait Aquapad à bord de la station, qui était un outil d'investigation en fait de la qualité de l'eau de boisson, hein, de l'eau de consommation courante. Aquapad pouvait, avec Everywhere, l'astronaute pouvait faire les photos
d'Aquapad, les transférer au sol via ce lien sécurisé pour investigation. Et on avait envisagé de pouvoir rajouter un peu d'intelligence artificielle dans l'application pour que l'application compte elle-même le nombre de bactéries, le nombre de colonies de bactéries, pour avoir un retour direct à l'astronaute pour lui dire ou attention, bois pas cette eau, elle n'est pas bonne. Ou au contraire, tu peux y aller, c'est propre. Et pour rebondir sur l'intelligence artificielle, c'est quelque chose sur lequel le CNES travaille, de pouvoir intégrer en fait à diverses utilisations cette intelligence artificielle qui pourrait, par exemple, l'échographie, voilà, c'est quelque chose il y a des experts. On les a à nouveau perdus. Voilà, nous avons perdu le signal avec voilà, les communications satellites, etc. J'en profite pour remercier Ilisure pour son raid. Et tout à l'heure, on a eu un raid aussi de F5. Donc merci à tous les deux pour vos raids. Voilà, c'est la pause prévue pour remercier les gens. Tout était calculé en fait. Tout était calculé, exactement. Et vous êtes... Voilà. Ah, les revoilà. Parfait. Vous êtes revenus. Ah non. Tout à fait. Pas. Pas tout à fait. Il va falloir que tu remercies d'autres gens. Non, mais justement, j'allais dire que vous êtes un peu plus d'une centaine à suivre cette émission. On a des questions très intéressantes. On va les poser. Je note toutes vos questions au fur et à mesure, hein, ne vous inquiétez pas, et je les poserai au fur et à mesure. Et c'est bon, ils sont revenus. Et on est de retour, désolé. Je voulais juste donner une dernière illustration de ce qu'on fait avec l'aide d'Everywhere. C'est une expérience qui actuellement est dans l'ISS, qui va tourner pour au moins 1 an, qui est montée avec Alpha, c'est Lumina. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'expérience qui permet de mesurer le taux de radiation à l'orbite de l'ISS, donc c'est une expérience assez novatrice aussi, hein. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais les données de Lumina qui sont enregistrées dans l'instrument Lumina sont transmises au sol via Everywhere. Donc vous voyez, c'est vraiment pour nous, Everywhere est devenu l'outil à tout faire qui permet de faire du diagnostic en réel, d'avoir un petit peu d'IA, d'avoir une bibliothèque d'applications, mais en même temps qui fait plateforme d'accès et de transfert des données vers le sol. Et d'ailleurs, il est utilisé pour des expériences autres, enfin, il est utilisé pour Immersive Exercise, pour Dreams, pour des questionnaires, en fait, pour remplir des questionnaires d'utilisation. Donc, il est vraiment... En fait, il y a un besoin de sécurisation des données qui sont transférées depuis la station vers le sol. Et cet outil nous permet vraiment d'avoir accès à des retours de l'astronaute sur l'utilisation, sur son ressenti, etc., vis-à-vis de l'utilisation de matériel. D'accord. Ah ouais, donc ça s'est vraiment développé. Et si je comprends bien, ça va continuer encore pendant un moment. Ouais, Everywhere, ça fait partie des choses qui fonctionnent bien et sur lesquelles le CNES mise. Ouais. Super, trop bien. Alors, donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont envoyées dans l'ISS, beaucoup de choses qui restent dans l'ISS, mais il y en a quelques-unes qui reviennent, mais au bout d'un moment, tout ne revient pas. Et je dis qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Donc, il faut bien jeter des choses à un moment, non ? Et oui. il y a des poubelles. Ouais, alors, non, malheureusement, on ne peut pas garder tout ce qu'on voudrait garder à bord de la station. Enfin, le problème, c'est que la place est limitée. Donc, effectivement, il faut jeter. Dans ces cas-là, c'est désorbité, tout simplement. Ouais. Donc, c'est rangé dans les cargos qui sont détruits au retour dans l'atmosphère. Et ça fait partie des poubelles qui sont naturellement incinérées au retour dans l'ISS. Voilà, donc là, la trajectoire est contrôlée pour une destruction totale dans l'atmosphère. Et c'est des choses qui sont définies lorsqu'on certifie un équipement. En fait, on décide à l'avance de sa fin de vie. De sa fin de vie, c'est-à-dire de savoir s'il va rester, si oui, combien de temps, ou alors s'il peut être jeté à la fin de son utilisation. Et donc pour Proxima, typiquement, on a alors Everywhere, c'est dématérialisé parce que c'est une application, mais on a Felix qui continue. Alors Matisse, on a eu d'autres équipements, mais on a l'échographe surtout qui continue et qui continue d'être utilisé pour pas mal d'expériences. Ouais. Les gros équipements sont restés à bord en fait, historiquement depuis donc 2016.
Dans les expériences qui sont détruites, on peut citer les expériences éducatives, par exemple, qui ne reviennent pas sur Terre. Alors, ce sont des expériences généralement peu volumineuses, donc ça génère assez peu de place et de déchets. Pour l'essentiel, c'est à peu près ce qui est détruit. Tu l'as dit, Aquapad et Matisse, on renvoie du nouveau matériel, mais le matériel est récupéré sur Terre pour analyse, donc là, pour le coup, c'est pas détruit. Le casque, perspective, il reste à bord parce qu'il est utilisé. Il y a pas mal de choses qui restent à bord. Effectivement, quand le matériel est identifié comme étant plus utilisable ou plus nécessaire, il est jeté. Ça a été le cas de Marès, notamment, qui a... Alors, Marès, c'était un gros équipement, ouais. Une grosse chaise de torture pour étudier le vieillissement articulaire. Et donc là, effectivement, ça c'était... Qui a été jeté... 85 kilos, donc propulsé dans l'atmosphère. Ouais. Est-ce que du coup, il y a des contraintes au moment de la conception de l'expérience sur les matériaux, par exemple, à utiliser pour quelque chose comme ça, pour que ça brûle bien dans l'atmosphère? Alors, c'est pas tant pour que ça brûle bien, parce que vous savez, quand un objet rentre dans l'atmosphère à 28 000 km à l'heure, ça brûle. Ça brûle. Quel que soit le matériel. Donc là, et on récupère très très peu de choses. Pour exemple, lorsque Mir, la station russe, initialement soviétique, est rentrée dans l'atmosphère en 2001, les morceaux qui sont arrivés jusqu'au sol, enfin dans l'océan, sur cette trajectoire contrôlée de rentrée, c'est quelques tonnes. Quelques tonnes sur une masse initiale qui se mesure en plusieurs dizaines de tonnes, voire en centaines de tonnes. Donc c'est vraiment très faible la quantité de matière qui effectivement arrive jusqu'au sol. Le reste est réellement vaporisé dans la haute atmosphère. En revanche, on a des contraintes sur le développement des équipements, sur l'utilisation de certains matériaux. C'est-à-dire qu'en fait, la pire crainte à bord de la station, c'est le feu. Donc, il faut absolument éviter que le feu paraisse, enfin qu'un équipement prenne feu. Et donc, du coup, il y a des matériaux qui sont proscrits. Il y a des matériaux qui nécessitent, à défaut de pouvoir être proscrits, qui nécessitent d'être protégés. En fait, on a une grosse contrainte là-dessus. Donc, c'est-à-dire que quand on dit qu'on certifie un matériel ou un équipement, il faut montrer patte blanche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer que cet équipement, soit il est non toxique ou non dangereux, ou alors qu'on a mis en place des protections, qu'elles soient matérielles ou des protections sur l'utilisation qui permettent en fait de rendre cet équipement non dangereux. D'accord. J'avais une autre question que j'ai oubliée, que j'aurais dû noter. Non, j'aurais dû la noter. Je sais ce que je me rappelais que j'avais noté 2 questions, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va pouvoir répondre à des questions du chat. Sinon, d'abord une question tout à l'heure, une question assez précise de Pangolinette qui nous dit, vu que la station est internationale, à quelle voie êtes-vous soumis? Question bioéthique. C'est très spécifique. Ah, eh bien, ça va dépendre du... Oui, mais en fait, c'est intéressant parce que ça va dépendre en fait à la fois de la territorialité de l'expérience, mais aussi du moyen de lancement dans la station. En clair, si la science elle est faite en Europe, c'est les lois de bioéthique européennes. Quand on fait de l'expérimentation sur l'homme, ce sont des comités de protection des personnes qui analysent les expériences scientifiques pour les valider. Si on veut envoyer des graines dans l'espace, plantes, ça, on l'a fait, je prends cet exemple parce que c'est quelque chose qu'on a fait lors de la mission Proxima et qu'on a reproduit là avec les œillets d'Inde de la mission de l'expérience éclosion pour les expériences éducatives. Eh bien, les graines qu'on a envoyées pour Proxima, on a dû fournir avec des certificats phytosanitaires attestant de l'origine des graines pour notamment attester du fait qu'il n'y avait pas d'OGM. La raison en était que, comme on livrait ce matériel aux États-Unis, dans l'ISS certes, mais aux États-Unis, puisque le lancement se faisait depuis les États-Unis,
il fallait s'assurer que c'était en accord avec les lois américaines. D'accord. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont très spécifiques, en fait, en fonction du pays d'expédition et Donc, de l'équipe. Il n'y a pas Après, de... Pardon. Pardon, désolé. Il n'y a pas de genre Non, de dérogation parce que c'est du spatial et que c'est l'ISS, quoi. Non, alors, en tout cas, les astronautes, moi je vais parler de l'aspect physio, c'est-à-dire que de l'astronaute en tant que sujet, ils n'aiment pas ça, hein, on les traite de sujet, mais en tout cas ils le sont. De toute façon, il n'est pas là pour écouter. Il Non, n'entend ils pas, donc on s'entendent peut pas, dire ce qu'on veut. ils sont dans l'espace. Peut-être qu'il Non, verra la rediffusion. En tout cas, Ah, mince, c'est non, vrai. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont hyper protégés, c'est-à-dire qu'ils, au même On ne bah saura voilà. pas la suite. Non. On ne saura pas. Un petit clip pour Thomas, voilà, exactement. Vous pouvez faire un clip pour que Thomas Pesquet puisse voir tout ce qui se dit. Prends ta meilleure pause. Voilà. Le sens du teasing, level 100, exactement, Kiwi Desjardins. Tout à fait. En tout cas, ouais, il y a pas mal de questions. Vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On ne pourra malheureusement pas répondre à toutes parce que on a un temps quand même limité. Mais oui, alors nous revoilà. Donc je ne sais pas où je me suis arrêtée, désolée. Non, ce que je disais, c'est que c'est très très important le consentement éclairé de l'astronaute, c'est-à-dire que quand il participe à une étude dans laquelle il est sujet, au même titre que n'importe quelle étude qui serait réalisée au sol, on lui demande son consentement et à n'importe quel moment, il peut se retirer de l'expérience. Et ça, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'il peut avoir à n'importe quel moment de l'étude, qu'elle soit réalisée avant, pendant ou après le vol, il peut décider de se retirer et sans avoir à justifier quoi que ce soit. Donc, c'est très, très important. Donc, ça veut dire aussi pour nous que quand on parle d'expérience, alors, il faut qu'on passe par un comité particulier, côté européen, côté NASA, côté russe, etc., pour faire valider en fait le protocole et faire valider par ces experts que le protocole est lié à une expérience physiologique ou pas. Et voilà, on a des contraintes fortes par rapport à ça, de la même façon qu'on a des contraintes fortes aussi sur l'utilisation des données, en tout cas la protection des données médicales. Voilà, on ne demande pas à un astronaute comment il va sans conséquences. Voilà. D'accord. Bah merci pour ces éclairages. Donc on a vu, il y a des expériences. Voilà, les éclairages sont complètement éclairés, voilà, tout à fait. Donc il y a l'expérience qui reste dans l'ISS, il y en a d'autres qui sont jetées, il y en a qui reviennent sur Terre. Et qu'est-ce qui revient sur Terre? Du coup on a vu, il y avait par exemple Matisse, parce qu'il fallait les analyser. Qu'est-ce qui peut revenir d'autre? Je peux prendre un autre exemple d'une expérience qui est dans l'ISS pour la mission, dans le cadre de la mission Alpha. Comme on le disait, on a profité de l'opportunité pour proposer d'embarquer cette expérience très, très innovante en fait, qui s'appelle Télémac et qui vise à comprendre comment on peut manipuler des objets avec un champ acoustique, donc sans les toucher. On réalise, donc rapidement, Télémac, c'est une... je crois que tu as quelques images, Alice. Tout à fait. Là, j'ai montré celle où tu tiens l'espèce de douche dans la main. La poignée de douche. C'est ça. C'est une douche à ultrasons, en fait. Donc, ce sont des ondes sonores qu'on n'entend pas, dans la gamme de fréquences des cétacés, notamment, dont il est question, tiens, par exemple, dans la chronique d'Alex, oui, les fameux cétacés. Donc, ce sont des ondes qu'on n'entend pas, qui vont générer une sorte de piège acoustique dans lequel on va placer un objet et étudier sa stabilité en impesanteur. Alors, pourquoi faire ça dans l'espace? Au sol, il est très difficile de manipuler des objets lourds ou volumineux, justement à cause du poids de ces objets. Donc là, on essaie de comprendre ce qui se passe en impesanteur pour mieux comprendre le phénomène. Cette première phase-là, elle a été couronnée de succès. Ça a bien fonctionné lors de la première session. On va en faire une deuxième avec Mathias Maurer, probablement en décembre. Ça va permettre de terminer, de défricher la première compréhension de cette expérience.
les scientifiques commencent à analyser les données et se rendent compte qu'il serait très utile de modifier certains paramètres de l'expérience, soit la forme de la douchette, soit la programmation du champ acoustique. Pour faire cela, il faut récupérer le matériel. Donc on va demander, et on a déjà demandé en fait, à récupérer Télémac, donc probablement au cours de l'année 2022, pour pouvoir faire une deuxième version de Télémac. Et si je peux rajouter sur... donc effectivement, on peut redescendre du matériel d'abord parce qu'on va récupérer des données, donc typiquement sur Télémac, ou modifier en tout cas les équipements. Donc ça peut être le cas de Télémac sur lequel on peut envisager une modification. Ça peut être le cas sur Matisse où on va récupérer en fait un équipement qui a été exposé une certaine durée à cet environnement particulier et sur lequel les scientifiques vont se pencher pour analyser les données. Il y a beaucoup d'échantillons personnels, enfin d'échantillons, sang, urine, etc., qui sont prélevés auprès des astronautes et qui peuvent redescendre aussi et être analysés par les scientifiques. Donc effectivement, après, encore une fois, la capacité de descente d'équipement est très très limitée. Donc soit il faut avoir une bonne raison, soit il faut avoir une bonne raison. Ou alors raison. Une très forte justification. D'accord. Et ça peut être aussi peut-être des données, si on a quelque chose qui serait trop lourd pour envoyer, envoyer à... Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'on a une liaison, autant on peut monter des données, alors on va dire numériques, des données à bord de la station, on peut en redescendre aussi. Après, si le volume de données est trop important, effectivement, ça peut nécessiter la redescente de données via une clé USB par exemple ou un disque dur. C'est le cas d'une expérience qui est réalisée depuis plusieurs années maintenant avec le support du CADMOS. C'est une expérience allemande, russe qui s'appelle PK4, donc où là il y a un tel niveau de données qui est enregistré que c'est des disques durs carrément qu'on redescend, ou alors là c'est pour pilote qu'on redescend une clé USB parce qu'encore une fois les données ne sont pas téléchargeables depuis la station. Donc effectivement, alors là on est sur une clé USB, donc on est sur un volume tout petit, mais effectivement, ouais. C'est le cas aussi d'une autre expérience. Je crois que c'est pareil, tu as des images à montrer là, qui est dans l'ISS depuis. Alors, elle est dans l'ISS depuis 2009, mais en fait, là aussi, elle est redescendue, remontée plusieurs fois pour amélioration, rénovation. Mais ce qui remonte et descend et remonte régulièrement, ce sont les disques durs. Je pense à l'expérience Déclic. Qui est une expérience de physique des fluides, et en particulier de physique des fluides supercritiques. Alors là, un truc de DC Comics ou de Marvel, hein, c'est vraiment les fluides supercritiques. C'est une expérience de physique fondamentale. D'accord. Et comme les données, ce sont essentiellement des vidéos et des photos, des données qui sont générées en quantité énorme, hein, puisque là, ce sont des gigaoctets de données par session de mesure. Donc, on ne peut pas télécharger des gigaoctets de données depuis la station. Donc là, effectivement, on fait l'aller-retour avec des disques durs. D'accord. Donc là, je vous montre une photo de Déclic en 2009. Pardon ? Je disais juste que là, je montre à l'écran une image de Déclic en 2009. Voilà. Alors, Déclic qui est monté initialement en 2009, qui est redescendu 2 fois depuis, et qui vient de remonter, et qui a même été réinstallé par Thomas il y a une semaine. Et on a une photo, si je ne m'abuse. Vous aurez très bientôt là, les images qui vont être communiquées par l'Agence spatiale européenne, qui veut communiquer un petit peu précisément là-dessus, enfin spécifiquement, précisément je ne sais pas, mais spécifiquement, sur la réinstallation de Déclic par Thomas. Après, dans la mesure du possible, quand on réfléchit à l'utilisation d'un équipement, à son développement, etc., ça fait partie des problématiques qu'on a en tête, de savoir si l'équipement peut être autonome, s'il peut être utilisé de façon, comment dire, si on peut récupérer les données sans avoir à redescendre du matériel, parce qu'encore une fois, la place sur les cargos, notamment ceux qui redescendent, est très limitée. Donc c'est quelque chose, ça fait partie des problématiques qu'on se pose systématiquement. Et dès le départ, en fait, ouais, à la conception, au début de la conception de l'expérience, dans le dossier
de présentation de l'expérience qui va être soumis aux différents organismes partenaires de l'ISS. On va proposer un schéma scientifique, des justifications, un premier design et puis un premier schéma opérationnel. Par qui ça va être installé, combien de temps il faut pour l'installer, combien de temps l'expérience va durer, est-ce qu'il faut redescendre du matériel ou pas, est-ce qu'il faut redescendre des images, est-ce qu'il faut redescendre des données. Donc tout ça en fait doit être prévu dès le départ afin de préciser dans le contexte général de l'ISS la nécessité d'organiser ça dans je vais dire le patchwork ou le puzzle en fait international, parce qu'évidemment on n'est jamais les seuls à faire ça. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Je vous propose de passer à la chronique que nous ont préparée Alex et Chloé, qui vont nous faire une petite chronique radiophonique, si j'ai bien compris, pour essayer de nous parler de la mission Alpha. J'ai bon ? J'avais oublié cette étape-là, moi j'étais direct. Après, on peut enchaîner si vous voulez, mais je pense que ce sera dommage parce que je pense que ça va être très intéressant et très drôle. De toute façon, je crois qu'on les a perdus, donc... Ah, on les a perdus ? On les attend un peu peut-être. On va voir s'ils reviennent. On va voir s'ils reviennent. Alors, Ah, ils sont revenus. On est là. Vous êtes là. Eh bien, parfait, vous êtes là. On va passer à la chronique d'Alex et Chloé qui vont essayer de nous parler de l'émission Alpha. Tout à fait. Et bien, c'est parti alors, si tout le monde est prêt. Eh bien, c'est à vous. Ok. Bon alors, comme on est des spécialistes et qu'on maîtrise notre sujet, on a décidé de simplement lire nos notes et de ne pas vous regarder dans les yeux. Donc désolé, c'est pas très visuel, mais ça a au moins le mérite d'être très radiophonique. Donc à la limite, vous fermez les yeux et puis ça fera illusion. Enfin, sauf si vous conduisez. Fermez pas les yeux, ça serait dommage de ne pas entendre la fin de cette chronique et de se prendre un platane. Voilà. Aujourd'hui, nos hôtes du CNES nous ont proposé de parler de la mission Alpha. Enfin, l'idée, c'était surtout de parler de la mission Alpha, mais sans trop citer Thomas Pesquet. Donc, parlons uniquement de la mission Alpha sur laquelle travaille Thomas Pesquet. Oui, c'est ça. Donc, commençons par la page Wikipédia de la mission Alpha, comme le ferait le commun des mortels, finalement. Alors, du coup, si ça s'affiche, sachez que vous pouvez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Si vous conduisiez et que vous fermiez les yeux, c'est que visiblement, vous n'aviez pas très bien compris la consigne de départ. Regardez, c'est incroyable. Le logo de la mission Alpha, c'est Thomas Pesquet lui-même. Mais quel BG, ce Thomas! On est d'accord qu'avoir appelé cette mission Alpha est un non-sens. Ils auraient dû l'appeler directement Mission Thomas Alpha, ce BG français. Alors évidemment, on raconte des conneries, on adore l'humour, tout ça. Thomas Pesquet n'est pas du tout le logo de la mission Alpha, pour ceux qui étaient premier degré encore. D'ailleurs, il n'y a pas le logo de la mission Alpha sur la page Wikipédia. Et d'ailleurs, si vous faites une recherche par mots-clés dans cette page... D'ailleurs, c'est CTRLF pour faire une recherche de mots-clés sur une page internet. Je vous partage les bons tips parce que la dernière fois, je l'ai fait à côté de ma mère et elle a trouvé ça incroyable comme pratique. Du coup, je me dis, il y a forcément une ou deux personnes sur Twitch qui vont trouver ça incroyable aussi. Donc, je reprends. D'ailleurs, si vous faites une recherche par mots-clés dans cette page, vous trouverez 14 fois Thomas Pesquet affiché, mais seulement une seule fois la mission Alpha. Le constat est sans appel. La page Wikipédia de la mission Alpha parle plus de Thomas Pesquet que de la mission Alpha. Ils auraient dû appeler cette page Thomas Pesquet featuring la mission Alpha, ça aurait plus d'impact, je pense. Du coup, ne comptez pas trop sur la page Wikipédia pour avoir des informations sur la mission Alpha. Dans la partie objectif de la mission de cette page Wikipédia, vous ne trouverez qu'un tout petit paragraphe qui explique que, à la suite de la précédente mission spatiale habitée de 6 mois sur l'ISS de 2017, Thomas Pesquet est sélectionné. Alors, excuse-moi de te couper. Bon, je ne m'excuse pas trop parce qu'en fait, c'est marqué dans le script qu'il faut que je te coupe. Notez qu'on a quand même eu 20 mots à la suite avant qu'il y ait la mention de l'astronaute français préféré des Français. Je dis ça, je dis rien. Donc, je continue. Thomas Pesquet est sélectionné par l'Agence spatiale européenne. Blablabla. Bon, bref, vous avez compris. On s'arrête là. En fait, Wikipédia ne nous parle pas de la mission Alpha, mais plutôt du rôle de Thomas Pesquet dans la mission Alpha dirigée par Thomas Pesquet. On devient un peu lourd là, non ? Mais t'as qu'à aller faire des vannes en microgravité. Bon bref, selon Wikipédia, les recherches qu'il va faire se portent sur les cellules souches du cerveau pour étudier le vieillissement accéléré dans l'espace. Les autres expériences ne sont même pas citées.
Et après nous avoir dit ça en 3 lignes seulement, on nous raconte qu'il deviendra le 4e astronaute européen et le premier Français commandant de l'ISS. Bon, la page Wikipédia n'est pas à jour, il est déjà commandant, mais c'est pas grave. En même temps, c'est un peu con de faire une recherche sur Wikipédia. On aurait peut-être dû commencer par le CNES directement. Non, mais après, c'est une bonne porte d'entrée Wikipédia. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc, essayons le site du CNES. Oh mon Dieu, on le voit dès la page d'accueil. Qu'il est beau, notre Tipeee national. Non, ça c'est Tony Parker. C'est fou, Tony Parker ressemble vachement à Thomas Pesquet quand même. Non, Bon, après, c'est normal de voir beaucoup Thomas Pesquet sur toutes ces photos. C'est la figure médiatique de la mission Alpha et c'est quand même lui qui est à bord de l'ISS depuis 6 mois. bon, ok, alors on a cliqué sur la rubrique « La mission Alpha, programme à bord ». Ah, on parle une seule fois de Thomas Pesquet seulement. On nous explique que les agences spatiales lancent régulièrement des appels à propositions d'expériences auprès de la communauté scientifique internationale. Et qu'ensuite, l'ILSWG, Ah ouais, alors non, c'est ISLSWG, c'est l'International Space Life Sciences Working Group. ah ouais, c'est beaucoup plus simple en effet. Mm. Bon, bah du coup, c'est l'ILSWG qui sélectionne les expériences qui seront menées à bord de l'ISS. Attends, mais ça veut dire que c'est pas Thomas Pesquet qui choisit ses expériences? Mais non. Non, mais comme on parle tout le temps de lui, moi je pensais qu'il choisissait ses expériences et qu'après il allait faire une séance de muscu dans l'ISS, comme on voit sur Instagram, quoi. Ouais, alors non, tu croyais vraiment que Thomas Pesquet, il était tout seul sur la mission Alpha? Genre, il s'est entraîné tout seul dans son jardin pour se préparer à la mission. Après, il a décollé et conduit tout seul la fusée. Il s'est amarré à Crew Dragon tout seul. Ensuite, il a sorti les petites éprouvettes du coffre de Crew Dragon tout seul pour les mettre dans le frigo des cuisines de l'ISS tout seul. Bosser sur ses expériences tout seul. Oui, Oui, alors non, 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 non. D'ailleurs, arrêtons un peu de parler de Thomas Pesquet, sinon on va croire qu'on fait un hors-sujet. et du coup, c'est quoi toutes ces expériences? Bah, regarde sur le site du CNES, là, ça doit être vachement bien expliqué. Ok, alors, mission Alpha, les expériences Made in France, étudier le sommeil des astronautes, ok. Piloter la réalité virtuelle pour la télérobotique, ok. Immersive exercise quand le sport rencontre la télé-réalité, n'importe quoi. La réalité virtuelle, ok. Cérébral aging, comprendre le vieillissement du cerveau, ok. Tu fais quoi là? Ben, je regarde les différentes expériences de la mission Alpha. Et en fait, ils font plein de trucs là-haut. Ouais, mais partage tes découvertes là, tu t'expliques rien du tout. Alors ouais, non, il y en a beaucoup trop, donc on va pas toutes les détailler, on n'a pas le temps. Et puis, surtout, j'ai la flemme. Par contre, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a dit quelle était son expérience préférée dans une conférence de presse en ligne de l'Agence spatiale européenne. Ça, on peut en parler. Ouais, ce sera déjà ça. Du coup, je cite, « Une qui me plaît beaucoup, c'est une expérience sur les mini-cerveaux. » Ok, donc maintenant qu'on sait que Voldemort aime cette expérience, voyons de quoi elle va parler. Et bien justement, c'est la mission Cérébral Edging que j'ai vue tout à l'heure. C'est fou les coïncidences, hein. Tout à l'heure, je vois un article, maintenant on en parle. À croire que le scénario, il est écrit, quoi. Bon, du coup, cette expérience va permettre de, et là je cite le site du CNES, étudier le vieillissement du cerveau à l'échelle moléculaire. Les scientifiques comptent sur le vieillissement accéléré qui prend effet sur le corps humain lors des séjours dans l'espace pour étudier le développement et le vieillissement des organoïdes. L'intérêt de cette expérience est double. Les résultats de cette étude pourraient, d'une part, aider à mieux comprendre certaines maladies génétiques, telles que le syndrome Hutchinson-Gilford. Je ne sais pas de quoi je parle. Ça, je sais pas non plus, je sais pas. Également appelé progeria. Ah ouais, je l'ai toujours pas. Qui provoque un vieillissement prématuré chez les enfants qui en sont atteints. Ah, comme dans le film d'horreur Esther. Non, c'est l'inverse, c'est une vieille dame dans le corps d'une petite fille. Bon, d'accord. Bon, je reprends. D'autre part, la santé. Non, en fait, j'en ai marre de lire. Ouais. Bon, d'autre part, la santé et la condition physique des astronautes représentent un enjeu majeur en perspective de vol habité lointain et de longue durée. Connaître les effets de la micro-apesanteur et d'une exposition aux radiations ionisantes sur les cellules du cerveau, c'est un prérequis indispensable pour le futur de l'exploration et de la protection des astronautes. Voilà, très bien. Vous avez des questions? Ah oui, moi, monsieur, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle du CADMOS dans la mission Thomas Alpha, ce BG français? Très bonne question, madame. Merci. T'emballes pas, c'est juste parce que c'est écrit dans le script. Alors, CADMOS, déjà, pour ceux qui n'auraient pas suivi le début, ça veut dire Centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. En gros, ils accompagnent les scientifiques pour que les expériences soient adaptées à l'environnement de l'ISS aux contraintes de la micro-pesanteur.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que le Cadmos est un expert en micro-pesanteur? Alex doit dire que c'est la meilleure question de tous les temps et que Chloé est absolument géniale. Je ne vais pas faire ça. Alors, ta question est tout à fait neutre et je réponds par l'affirmative. Ils ne font pas que préparer les expériences, ils font aussi le suivi, le recueil et le traitement des données. En gros, c'est grâce à eux qu'on a les résultats des expériences sur Terre. Voilà, cette chronique est terminée. On a réussi à ne pas parler de Thomas Pesquet qui travaille sur la mission Alpha commandée par Thomas Pesquet. Merci de nous avoir écoutés. Eh ben merci à vous, c'était très drôle. Je me suis retenue de rire, j'aurais pu couper mon micro, c'est vrai, mais... On voulait entendre l'esclaffement du public. C'est top. On l'a coupé, notre micro. Nous, on l'avait coupé, mais on a bien ri. Merci. Merci à vous. Attendez, je nous remets en grand, voilà. En tout cas, ça a plu dans le chat, hein. Il y a eu beaucoup... Alors, pour l'acronyme là qui était imprononçable, c'est Iseltswig. Ah, il y a vraiment une prononciation. Iseltswig. Ok. Oh yeah. Ouais. Ah, j'ai l'impression qu'on est encore Ah mince, ça a perdu. coupé encore. Oh non. En tout cas, je tiens à vous dire que vous avez appris la recherche avec CTRL F à plusieurs personnes dans le chat. Donc Oh, félicitations. yes. Voilà. Je suis ravie. Merci maman. Et oui, ça peut toujours servir. Je pense qu'ils vont pas tarder à revenir. Mais donc oui, apparemment, il y a une prononciation pour cet acronyme Iseltswig, donc ISLSWG, c'est ça? C'est ça. On aura quand même appris des choses à des gens aujourd'hui, je suis ravie. Et oui, c'est ça le métier de vulgarisateur et vulgarisatrice. Voilà. Donc Iseltswig. Oui. Iseltswig, on retient. Merci. Voilà, c'est un nom qu'il faut éternuer parce qu'on a essayé de le prononcer et on se mord 2 fois et on arrête. Alors, ce qui était rigolo, là, je rebondis juste là-dessus, ce qui est amusant, c'est que vous parlez de la communication qui était faite par Voldemort lui-même et par Wikipédia sur l'expérience qu'il préfère. Ouais. C'est amusant parce que nous, en fait, depuis très longtemps, cette expérience, on a considéré qu'il n'était pas possible de la développer dans le temps de la mission parce qu'elle est très complexe. Et que le temps du développement d'une expérience, c'est pas seulement le temps de disponibilité de l'astronaute dans la station. On parle des mini-cerveaux. Donc là. les mini-cerveaux, là, cerebral aging, ça va attendre encore avant d'être envoyé dans l'ISS. Donc c'est pas du tout dans l'ISS. Donc, On a appris ça il y a 2 heures, mais on s'est dit qu'on n'avait plus le temps de réécrire la chronique. Non, mais c'est pas grave, c'est pas pour vous, c'est Non, par rapport au c'est, fait que même sur le site du Ouais. CNES, on continue à en parler parce que ça fait partie des manips qui ont été sélectionnées à l'époque et sur lesquelles on continue de travailler, bien entendu. En fait, ce qui est important de dire, c'est que effectivement, quand on a appris que Thomas allait revoler, le CNES avait la volonté de reconstruire en tout cas de développer une mission avec des activités spécifiques pour sa mission à lui. Le CNES, fort du succès en gros qu'on avait eu sur Proxima, et on est parti sur un certain nombre de protocoles. Et effectivement, Cerebral Aging il y a eu des petites déconvenues, mais qui sont en cours de réparation, entre guillemets. Je pense que c'est important de dire aussi que le CNES, en tant qu'agence spatiale française, je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense qu'on est fort de notre expérience. On a été capable de faire quelque chose de très très bien sur Proxima. On a souhaité le faire sur Alpha. Je pense qu'on est en train de le réaliser. Je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas de toutes les agences, mais on est plutôt bon. Non, mais il faut le dire. Non, mais tu as raison, c'est non, mais il faut le dire. C'est quelqu'un d'impartial qui le dit. Hein, Nous, on vous trouve très bon. mais non, mais enfin, je pense que Thomas a la chance d'être accompagné par une agence spatiale nationale qui a une compétence forte dans ce domaine-là, en tout cas, et qui a fait une super mission pour Proxima, qui est en train de faire une super mission pour Alpha. Donc même s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme on l'aurait prévu, comme on l'avait imaginé sur Alpha, mais qui pour autant on n'a pas dit, on lâche pas l'affaire. On va continuer sur Cerebral Aging parce que c'est en cours, hein, c'est vraiment en cours, mais ouais, on est plutôt content.
Ouais, ce ouais. qu'on a fait sur Alpha, c'était... Enfin, nous, on a le cerveau qui vieillit pas en tous les cas. Effectivement, alors, et pour rebondir sur cette histoire de vieillissement, voilà, la station, c'est un modèle de vieillissement accéléré, on va dire, qui est hyper intéressant, qui intéresse énormément les scientifiques qui se penchent sur la question. Et c'est probablement pour ça que ça a été mis en avant par Thomas et par des gens qui communiquent sur le sujet, ou en tout cas sur l'espace. Mais on lâche pas l'affaire. On va y arriver à cette expérience qui est prometteuse. Moi, si je peux me permettre, ce que j'ai bien apprécié encore plus dans la chronique, là, je sais qu'on fait pas une émission sur la chronique, mais n'empêche que ça permet de placer des messages. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que, avec beaucoup d'ironie, vous parlez de Thomas tout seul dans l'espace. Et effectivement, on a parfois l'illusion que la mission, elle aurait pu s'appeler comme ça, TPD, tout seul dans l'espace. Hein, c'est TSDE, TP. Voilà. Bon, mais non. En fait, l'astronaute, c'est non seulement un maillon de l'affaire, mais c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui dirige. Il est là en tant qu'opérateur et sujet d'expérience. De temps en temps, évidemment, on fait appel à lui pour préparer une manip, pour sélectionner une expérience, parce que c'est important pour nous aussi de veiller à ce que l'astronaute soit associé au choix des expériences et à leur développement. Mais tout ça, c'est essentiellement une affaire de responsabilité nationale, de priorité de recherche, et ça, c'est quelque chose qui échappe à l'astronaute, parce qu'il n'est, même s'il a une formation de base, qui peut être d'ingénieur ou de scientifique, pour certains, ça arrive, hein. Ils sont pas... alors généralement, ils sont plutôt traditionnellement, hein, c'est plutôt des pilotes. On l'a vu. Hein, là, on verra quelle sera la sélection européenne. J'ai hâte de la voir parce que j'espère qu'il y aura. Bon, ça c'est le petit message, mais petit message militant. Mais j'espère que ce seront beaucoup de gens qui seront pas issus des milieux traditionnels militaires et pilotes, mais qui seront surtout des femmes avec un profil scientifique fort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'appelle. Et pourtant, je suis seulement scientifique, je ne me sens pas du tout femme. Mais je n'ai pas candidaté non plus. Mais ceci pour dire que l'astronaute, là-dedans, dans cet environnement, il est là surtout pour répondre à une problématique qui le dépasse complètement. Donc, il ne sait pas ce qu'il fait à bord, au sens où il suit des procédures, mais l'expérience elle-même, il ne sait pas trop pourquoi on fait de la microfluidique, pourquoi on fait de la physiologie dans telle et telle thématique avec tel outil. Ça l'intéresse sans doute forcément à titre culturel, mais c'est pas un spécialiste. Non, et c'est nous qui sommes les spécialistes technologiques, et on est associés à des spécialistes scientifiques. C'est-à-dire que ça n'enlève rien au fait que les astronautes qui sont sélectionnés sont brillants et qu'ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour ça et qu'ils ont des capacités que on va dire le commun des mortels n'a pas forcément, mais effectivement, comme disait Sébastien, c'est que derrière un astronaute se cache. Non, enfin, il y a des milliers de personnes, du technicien jusqu'au docteur, on va dire, enfin médecin, ingénieur, PhD, etc. Des ingénieurs, mais il y a énormément de monde. Il y a des scientifiques, effectivement, et on ne demande pas. Alors, c'est pas pour réduire leur rôle à néant, mais effectivement, ce sont essentiellement des opérateurs, des cobayes, même si encore une fois, ils n'aiment pas ce mot-là, et on peut le comprendre qu'ils n'aiment pas ce mot-là. Mais il y a énormément, enfin, il y a énormément de gens qui sont derrière eux, et pour nous, c'est aussi hyper important. Et alors, Thomas est plutôt, enfin, et même. Il est très bon communicant là-dessus. Il est très bon communicant et c'est quelqu'un avec qui c'est hyper agréable de travailler. Il a cette humilité de reconnaître lui-même. D'ailleurs, hein, ce qu'on dit là, c'est pas du tout galvaudé. Hein, il le dit lui-même, hein, qu'il fait partie de cet équipage-là et que il est pas. On pourrait même inverser la pyramide. Vous savez, il n'est pas au sommet de la pyramide, mais il en est presque à la base parce que évidemment, c'est à travers lui que les expériences sont réalisées dans l'espace. Qu'il soit juste opérateur ou qu'il soit... alors, c'est vrai, Cécile, tu dis cobaye, ils n'aiment pas trop ce terme. Non. Parce qu'en fait, à travers leur consentement éclairé, sur quoi on rigolait tout à l'heure,
c'est un peu plus que le consentement éclairé. Ils sont associés parce qu'ils sont partie prenante dans le travail de recherche, là, en l'occurrence, parce qu'ils donnent leur corps à la science ils quelque part. se limitent pas. Ils ne se limitent pas à prêter leur corps à la science Oui, c'est bien de au-delà, manière aveugle. Il le fait savent. un petit peu ce qu'on attend de lui. Donc, il essaie de faire le mieux possible. Donc, c'est vraiment C'est pas beau, un ouais. animal de laboratoire. Donc, il est conscient de tout ça. Il le dit. On en rit aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était quand même un élément important de notre travail. Et nous, ce qu'on aimerait simplement, et c'est un petit peu le rôle de ces émissions-là, c'est que les gens qui travaillent autour de ces missions, au-delà de l'astronaute, soient un peu plus en lumière. Et c'est la raison pour laquelle on profite de ces missions-là pour mettre en avant les labos avec lesquels on travaille et pour lesquels on travaille. Et encore une fois, il y a vraiment tellement de strates au niveau des équipes qui travaillent sur la préparation d'une mission. Encore une fois, je ne veux pas hiérarchiser les personnes qui travaillent, mais on a vraiment, en tout cas au CANMOS, c'est hyper important. On a vraiment plein de personnes qui participent à leur échelle, que ce soit au niveau de la... Je crois qu'on les a perdus. Là, je vous montre une image sur l'écran de l'équipe justement qui accompagne l'équipe du CANMOS. Vous pouvez essayer de retrouver Sébastien et d'autres intervenants qui sont venus dans d'autres émissions sur cette photo si vous voulez. Moi, le message que je comprends dans tout ça, c'est vraiment il y a plein de manières de faire partie d'une mission spatiale. Il n'y a pas que l'astronaute. Il y a plein de métiers différents, il y a plein de parcours différents à suivre. Donc, vous pouvez travailler en lien avec les astronautes sans être forcément scientifique, sans avoir un doctorat ou quoi que ce soit. Il y a vraiment plein de choses différentes. Oui, vous êtes revenu vite. Voilà. Elle disait juste famille et je répondais oui maman. Bon. Moi, j'étais en train de dire que du coup, voilà, il y a plein de métiers différents qu'on peut travailler avec des astronautes. On peut travailler pour une mission spatiale de plein de manières différentes, avec plein de parcours et d'études différents. Et je montre aussi la photo de l'équipe que tu m'as transmise, Sébastien. Et là, il y a une partie de l'équipe d'ailleurs, hein, parce que la photo que je t'ai envoyée ce matin, elle regroupe essentiellement les personnes impliquées au premier rang, donc ce qu'on appelle les responsables d'expérience et les responsables d'activité comme les responsables de sécurité, donc ce qu'on appelle la safety, responsables des essais par exemple, qui sont une part importante de ce travail-là. Mais je pense que ce qu'évoquait Cécile aussi, c'est les personnes qui restent toujours dans l'ombre des salles de contrôle, qui sont là pour opérer les expériences pendant qu'elles sont dans l'ISS, avec des métiers, des profils un petit peu plus liés à l'informatique, par exemple. Donc, l'équipe du CADMOS, cette famille de 60 frères et sœurs, là, avec une seule maman, c'est tout ça. Voilà. On est une cinquantaine, entre 50 et 60 personnes à travailler quotidiennement pour ces activités. D'accord. Pour finir, j'aimerais vous poser une dernière question à chacune et chacun d'entre vous pour justement si on a peut-être des collégiens, des lycéens ou même des gens qui ont déjà commencé ou peut-être même fini leurs études mais qui aimeraient travailler dans le spatial et qui savent pas trop par où commencer, dans quelle direction aller. Vous demandez, vous, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous en êtes retrouvé à travailler en lien avec le spatial, que ce soit au CANMOS ou à faire de la vulgarisation, même sans avoir de parcours scientifique. Allez Alex et Chloé, on vous laisse la parole. Ok, du coup on va prendre notre casquette de vulgarisateur du coup, parce que la casquette de scientifique on ne l'a pas donc on vous la laisse. Qu'est-ce qu'on peut dire Commence par toi déjà. Parle-nous de ton parcours scolaire. Le parcours scolaire, en fait peu importe le parcours scolaire, si alors attends, comment formuler ça, moi j'ai pas du tout de bagage scientifique, j'ai fait un BEP, ça n'existe plus, puis un bac pro, puis un BTS dans le design et dans le graphisme, et après dans l'audiovisuel. Donc en fait, si je devais dire à un collégien qui ne veut pas faire des études en sciences, mais qui est quand même passionné par l'astro ou par n'importe quel secteur, faut pas oublier que la vulgarisation, c'est un secteur très important dans le sens où il y a beaucoup de scientifiques qui sont très compétents dans leur domaine et qui n'ont pas forcément l'occasion de raconter ce qu'ils font, de facilement l'expliquer. Du coup, la vulgarisation, c'est très important de savoir récupérer les informations des vrais scientifiques,
de savoir la restituer de la manière la plus, je sais pas, la plus digeste possible. Je sais pas si le mot est bon, mais voilà, la retransmettre le mieux possible, au même titre qu'un enseignant pourrait le faire pour n'importe quel secteur. Je ne peux qu'approuver. Et ouais, j'ai pas grand-chose de plus à raconter sur le métier de vulgarisateur. Moi, personnellement, j'ai un parcours littéraire. J'ai fait 2 ans de prépa lettres et puis après une école de journalisme et après j'ai fait un master en communication et puis après j'ai fait de l'audiovisuel. Donc en fait, j'ai tout appris un peu sur le tas, ce que je fais aujourd'hui. Mais le spatial, c'est un truc qui me... Enfin, plus l'astronomie que le spatial en réalité, c'est un truc qui me passionne depuis que je suis toute petite. Et j'en savais pas plus que n'importe qui. C'est juste que comme on a voulu faire des vidéos sur ce sujet-là, il a bien fallu s'informer et trouver les bonnes sources d'infos pour pouvoir restituer l'info. Et ensuite trouver un format cool pour le restituer. Donc là, bosser dans la vidéo, c'est un petit plus quand même. Et voilà. Il faut être passionné et puis après, pas être tout seul parce que c'est dur, je pense, d'être tout seul et faire de la vulgarisation, surtout sur YouTube. Peut-être rejoindre des communautés. Nous, on fait partie du Café des Sciences, par exemple. C'est une communauté de vulgarisateurs qui est super cool, où on peut parler à plein de monde pour de l'entraide, que ce soit de la motivation, de la technique, de l'écriture, de la relecture de script. Et c'est que des gens super bienveillants et très sympas. Et donc, si vous voulez vous lancer sur YouTube, mais que vous avez un peu peur, ou même en podcast, ce genre de choses, n'hésitez pas à rejoindre des communautés de vulgarisateurs. Et comme ça, vous ne serez pas tout seul. Je ne peux que valider également. Merci. Alors, moi, d'abord, merci à vous en tant que vulgarisateur, même si je trouve le mot... mais moi, qui suis maman de 2 enfants de 6 ans et demi et de 8 ans et demi, je trouve ça génial qu'il y ait des gens comme vous qui souhaitent partager à une communauté de novices ou enfin, voilà, je trouve ça génial. Après moi, quant au spatial, je suis arrivée par là, je suis arrivée là vraiment par hasard. C'était pas du tout une vocation, c'est pas quelque chose qui me faisait rêver quand j'étais gamine. Après, j'aime beaucoup mon travail, j'adore mon travail, j'adore l'environnement et tout, et donc je m'épanouis pleinement là-dedans. Mais donc je ne serais pas de bon conseil pour quelqu'un qui souhaite absolument travailler là-dedans, parce que moi, ça m'est tombé un petit peu dessus comme ça, sans que je le veuille. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est de saisir toutes les opportunités qui peuvent être offertes, de jamais se fermer des portes. Voilà. Si vraiment quelqu'un a envie de bosser là-dedans, c'est de tout tenter. Et puis, alors, c'est vrai que le secteur est un petit peu fermé, enfin, pas fermé, mais en tout cas, il est restreint, que c'est pas si facile que ça d'y arriver. Mais en tout cas, de tout tenter. Et puis, on croise les doigts pour que ces personnes-là puissent tomber sur des personnes bienveillantes et qui leur ouvrent les portes. Les punchlines de Merci, maman. Le Cadmos, une grande famille. C'est ça. Je vais prendre des gifles après, là, elle va me taper. Moi, j'ai un profil à la base. En fait, je suis passionné par le spatial, et l'astronomie depuis que je suis gamin. En fait, je regardais le ciel quand j'avais une 12aine d'années, et ça m'a donné envie de faire ça. Et on peut s'intéresser à ces sujets-là de tout un tas de manières. Alors mon cursus, moi, c'est que j'ai été moyen à l'école, moyen au collège, moyen au lycée, parce que je préférais m'amuser avec les copains et faire de la musique. Et puis arrivé à la fac, je me suis passionné pour les sciences, physique, physique nucléaire, physique théorique. J'ai choisi quelque chose qui m'intéressait en particulier, à savoir l'astronomie et l'astrophysique. Donc j'ai fait un doctorat d'astrophysique. Et comme j'étais à Toulouse et que je savais que le CNES était par là, j'ai eu la chance d'être recruté par le CNES, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire que je ne savais pas que je pouvais y travailler. Enfin, je n'avais pas fait la démarche, on va dire, mais le CNES est venu me chercher pour être embauché au CNES au début des années 2000. Voilà, donc le nouveau millénaire, pour moi, ça a été l'occasion de
mettre un pied dans l'espace avec le CNES. Donc voilà, et en fait au CNES, surtout dans le domaine spatial, des volabilités en particulier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas seulement de la place pour des ingénieurs en mécanique ou des astrophysiciens, hein. Il y a de la place pour tous les métiers. On a besoin de gens qui font de l'administratif, on a besoin de gens qui font du juridique, on a besoin de gens qui font des achats, on a besoin de techniciens dans tous les domaines, hein, alors que ce soit de l'électrotechnique, de l'électronique, de la mécanique, on a besoin d'informaticiens, on a besoin d'ingénieurs, bien entendu, on a besoin de gens qui font de la qualité, de l'assurance produit. C'est hyper important, ils donc nous aident énormément. C'est vraiment énormément de profils différents et de formations différentes. Donc le message, c'est que quand on a envie de faire du spatial et de participer à l'aventure de l'exploration, il y a, je vais dire, tous les métiers peuvent permettre d'arriver à s'intéresser et à travailler dans le domaine spatial, dans le domaine des volabilités. Donc, et aujourd'hui, finalement, la fenêtre qu'on a sur notre avenir, elle est très petite, hein, parce que seront les métiers? Vous pouvez jouer à deviner la fin de la phrase. Que seront tous Les métiers du spatial de demain. Je pense que c'est ça. Je pense aussi. J'aurais dû dire quels seront les métiers de poissonnier, comme ça n'aurait aucun sens. Effectivement. Ce qui n'a pas de sens. De toute façon, on va s'approcher. Enfin, on va s'approcher. On a déjà débordé, mais la fin de l'émission, voilà, approche. On a déjà quelques minutes de retard, mais bon, on n'est pas à quelques minutes près, je pense. On va voir s'ils reviennent quand même pour les remerciements et quand même pour finir cette phrase. Mais voilà, je pense que vous avez compris le message. Si vous voulez travailler dans le milieu du spatial, il y a vraiment plein de manières de le faire. Alors, ils se sont déconnectés. Je pense qu'ils vont se reconnecter dans quelques secondes, comme tout à l'heure. Oui. Voilà, vous voyez, je suis devin, un auteur perdu. Et rebonjour. Voilà, en tout cas, Voilà. J'étais en train de conclure en disant, en tous les cas, moi j'aimerais bien qu'on ait des gens qui s'occupent de réseaux, de données, de communication, de Wi-Fi, s'il vous plaît, de connexion réseau. Et c'est pas Star Wars, hein, on n'est pas en train de communiquer d'un bout de la galaxie à l'autre, là, hein, ça marche pas encore. Non, mais comme on disait tout à l'heure, c'est plus simple de communiquer avec Thomas dans la station que de faire du Paris-Toulouse. Non mais c'est vrai, moi souvent c'est une petite joke qui en est pas vraiment une, mais d'imaginer qu'on puisse envoyer des fusées en quelques secondes dans l'espace, et des fois nous on a des moyens ici qui sont compliqués, on va dire. Non, mais voilà. Et donc pour terminer plus sérieusement sur les métiers et la possibilité de travailler dans le spatial des volabilités, s'il y a des jeunes là qui cherchent, alors évidemment attention, hein, quand je dis des jeunes, c'est on va pas pouvoir accueillir des collégiens au CNES. Donc les stages de troisième, oubliés. Par contre, on propose des stages. Donc sur le site du CNES, il y a des stages qui sont proposés régulièrement. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez cette envie-là, allez voir. Il y a des stages, il y a des CDD, il y a des CDI qui sont parfois ouverts vers l'extérieur pour pouvoir recruter du monde. Je sais qu'on n'a pas toujours une image d'entreprise super moderne, à la pointe de la jeunesse, mais n'empêche que le CNES, je ne vais pas dire que c'est une grande famille parce que Cécile a déjà assez d'enfants, mais c'est franchement un super organisme. C'est pas du public, hein, on n'est pas fonctionnaire, même si, enfin, je veux dire, j'ai rien contre la fonction publique, mais nous on a un statut d'entreprise privée. On est une agence gouvernementale, puisqu'on applique une politique spatiale qui est décidée avec et par le gouvernement, mais on a ce statut un petit peu particulier d'être à la charnière entre une politique gouvernementale qu'on assume et qu'on dirige, et le monde industriel et le monde scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment et qui reste très particulier. Donc on a un fonctionnement qui est un fonctionnement que j'estime être résolument ancré dans la modernité en termes de gestion humaine, de méthode de travail. Et je le dis avec un peu d'ironie, mais même si on a parfois une image un peu vieillotte, hein, auprès des jeunes,
je vous garantis que c'est extrêmement moderne. Et les gens qui travaillent au sein du CNES, que ce soit les agents CNES ou les partenaires, hein, comme nos collègues de MEDES, sont vraiment ravis de travailler dans cette structure. Donc, venez nous voir, venez tester, tentez l'aventure, et vous verrez, comme moi, vous n'aurez plus envie de partir. Hein. Moi, ça fait 20 ans que j'y suis, et j'y suis bien. Eh ben, merci pour toutes ces belles paroles. Voilà, ça va être la fin de cette émission, parce que je passe un très très bon moment, mais à un moment, il faut rendre l'antenne. Donc je voudrais vous remercier tous les quatre. Merci beaucoup. Merci tous les quatre d'avoir répondu présent, d'avoir répondu à cette invitation. C'était très intéressant. Je suis sûre qu'on aurait eu encore plein de choses à dire, mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc voilà. Merci à tous les quatre. Merci à tous les participants. Merci à Alex. Merci à vous. Continuez à faire ce que vous faites, c'est chouette. Merci. Le mot de la fin pour moi, c'est Isalswick. Voilà. J'ai pas fini les remerciements, j'ai pas tout fini. Mais je voudrais remercier les modérateurs de POC Science. On parlait de communauté de vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques tout à l'heure. Il y en a une qui est sur Twitch, c'est de streamers et de streameuses, qui s'appelle POC Science. Et ils ont toute une équipe de modérateurs qui nous aident. Donc voilà, un grand merci à eux. Ils ont un serveur Discord, si vous voulez le rejoindre. Il a été mis dans le chat, donc n'hésitez pas. Je voudrais remercier les spectatrices, les spectateurs pour toutes leurs questions, leurs commentaires, leurs rires, j'espère. Voilà, puis tout simplement d'avoir été là. La prochaine émission sur Twitch côté CNES, ce sera a priori pour le retour de Thomas Pesquet. Entre début et mi-novembre, c'est tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle. Mais donc voilà, si vous voulez, en attendant pour... c'est ça. Voilà, donc en attendant, pour rien louper, vous pouvez retrouver le CNES sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, même sur TikTok. Voilà, vous pouvez mettre une petite commande !RS pour avoir comme réseaux sociaux, pour avoir toutes les informations dans le chat si ça vous intéresse. Voilà. Encore merci à tous les quatre. On se retrouve au retour alors. Et voilà, on se retrouve au retour de Thomas sur Terre. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Et je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé. Une bonne fin d'appétit dans les gens du chat si vous êtes en train de finir de manger. Et puis à bientôt. Au revoir. Salut. À bientôt. Merci à tous. Merci.